On y va? On y va. Très bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous pour ce webinaire consacré à autisme et performance. De façon assez simple, au nom de Vivre et Travailler Autrement et du Cercle Vulnérabilité Société, je vous souhaite la bienvenue pour un webinaire qui va marquer finalement une rencontre entre une conviction qui est celle de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, pour qui nul n'est inemployable, et qui le rappelle d'ailleurs assez régulièrement. Et puis, la rencontre, c'est cette conviction et la preuve de cette conviction à travers la démonstration que nous offre le dispositif qui a été mis en place, et nous y reviendrons dans quelques instants, par Vivre et Travailler Autrement, et qui montre que l'emploi des personnes en situation d'autisme sévère présente des avantages pour les entreprises. Alors, nous avons de nombreux intervenants, un temps contraint, mais pour en parler, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Caroline Dekerle, qui est conseillère emploi auprès du cabinet de Sophie Cluzel, qui malheureusement n'a pas pu être présente, a été retenue par un impératif majeur, un empêchement majeur. Et nous pouvons aussi évidemment compter sur la présence de Jean-François Dufresne, qui est président et fondateur de l'association Vivre et Travailler Autrement. Je remercie par avance aussi nos 4 représentants d'entreprises qui ont accepté d'apporter leur éclairage. Pour mémoire, mais j'aurai l'occasion de toute façon de vous donner plus amplement la parole, Nicolas Tardif, qui est directeur d'usine de Andros Confiserie, Anne-Laure Thomas-Briand, qui est directrice inclusion et diversité chez L'Oréal, Patricia Larzillière, qui est directrice générale adjointe de Cerver, et Olivier Rudeau, qui est directeur général Novendi. Alors, juste pendant tout le webinaire où vous commencez à être de plus en plus nombreux à vous connecter, on a de plus en plus de participants qui arrivent. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions qui fera l'objet d'une session finale. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos questions. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Peut-être juste un tout petit mot d'introduction. On est aujourd'hui à la veille du 1er mai. Jean-François Dufresne, monter un webinaire et monter cette opération la veille du 1er mai, est-ce que ça a, j'imagine, un sens? Oui, bonjour à tous. Évidemment, pourquoi avoir organisé ce webinaire à la veille du 1er mai, qui est évidemment le jour de la fête du travail? On veut par là souligner l'importance du travail pour les personnes vivant avec un handicap. Et les personnes autistes en particulier, pour lesquelles le travail peut vraiment constituer une véritable thérapie. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 personnes autistes en âge de travailler. Et on estime que moins de 10% d'entre eux ont accès à l'emploi, alors que ce chiffre est estimé aux alentours de 40% aux États-Unis. Donc, on a du chemin à faire. L'exclusion de l'emploi est souvent synonyme de l'exclusion tout court. Et quel meilleur symbole que la fête du travail pour nous sensibiliser tous, pour sensibiliser les entreprises et la société tout entière à l'importance d'une véritable inclusion des personnes autistes dans notre société. Voilà la raison. Merci de ces premiers mots qui donnent, comme on dit dans le jargon, une forme d'intention éditoriale. Donc, voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Et pour entrer encore un peu plus loin dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de me tourner vers Caroline Dekerle. Merci de votre présence. Alors, vous représentez Sophie Cluzel. Et peut-être par rapport et on sait que Sophie Cluzel soutient ce dispositif, le dispositif dont on va parler. Peut-être vous allez pouvoir nous expliquer peut-être un peu plus largement en quoi est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il s'inscrit dans les politiques qui sont menées par le secrétariat d'État. Bien, bonjour à tous, ravi d'être avec vous effectivement cette fin de semaine sur ce thème qui nous tient particulièrement à cœur, qui est l'emploi des personnes handicapées et puis plus précisément les personnes qui pourraient sembler être les plus éloignées de l'emploi, à savoir les autismes sévères. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, on n'aurait pas pu imaginer que ces personnes puissent évoluer dans le milieu qu'on peut qualifier d'ordinaire. D'ailleurs, un jour, peut-être qu'il faudra changer cette sémantique, milieu ordinaire, milieu protégé, qui par essence un peu fige les gens dans des cases et des silos. Mais quand on parle de milieu protégé, on a l'impression que si on en sort, on prend un risque terrible. Et tout ça est somme toute un peu dépassé. Alors effectivement, oui, je vous présente déjà les excuses de Sophie Cluzel, qui était vraiment déçue de ne pas pouvoir participer à ce rendez-vous ce soir. Vous le savez, et Jean-François Dufresne le sait particulièrement, elle est très attentive
au développement du dispositif que vous avez mis en œuvre depuis plusieurs années, sur lequel vous avez réussi aussi à fédérer un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'entreprises, s'agissant de l'emploi des autistes sévères. Elle est particulièrement attentive aussi au déploiement que vous voulez mettre en œuvre sur ce dispositif pour faire en sorte de viser une nouvelle cible, celle des PME, puisqu'elle est persuadée que ce que vous avez réussi à faire avec plutôt des grands groupes peut tout à fait être dupliqué avec des entreprises de taille inférieure. Alors, elle m'a chargée de vous dire quelques mots et de vous partager ses convictions, et vous savez qu'elle en a de nombreuses. La première, bien sûr, vous l'avez rappelé, c'est que nul n'est inemployable. Donc, je vous remercie de l'avoir reprise. On va peut-être commencer à faire payer des royalties sur cette maxime qui est devenue la sienne. Mais non, mais plus sérieusement, nul n'est inemployable. Ça ne veut pas dire qu'on nie la différence, mais ça veut dire qu'il faut l'accompagner, mettre en œuvre en fait les moyens pour adapter l'environnement à la personne. Et adapter, c'est pas comme on le pense trop souvent l'adaptation technique. Je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles et qu'il n'y a pas besoin très très souvent d'adaptation technique. Adapter finalement avant tout, c'est accompagner la personne, accompagner l'entreprise et accompagner aussi le collectif de travail, accompagner les collègues. Alors, je crois que pour accompagner la personne, c'est déjà croire en elle. Il faut arrêter de penser à la place des personnes en situation de handicap sous prétexte qu'on les protège. Il faut arrêter de faire à la place d'eux. Mais pour des personnes qui voudraient travailler, il faut finalement, au contraire, leur montrer le champ des possibles. Alors, l'autisme, c'est pas toujours comme on en a dans les représentations, l'autisme Asperger avec l'autisme de haut niveau. C'est aussi des personnes avec des autismes sévères, des personnes parfois qui sont dans le non-verbal. Et il y a encore quelques années, jamais on n'aurait pu imaginer trouver ces personnes dans une entreprise. Et pourtant, aujourd'hui, vous montrez que c'est possible. Je crois que c'est vraiment important d'amener les personnes qui le souhaitent à sortir des murs et des établissements dans lesquels on les cloisonne. Je fais une incise, on est en train de mener une concertation pour faire évoluer le secteur des ESAT et tout l'enjeu, c'est bien ça, c'est finalement d'abattre ces silos, de faire en sorte que les personnes puissent véritablement avoir un vrai parcours professionnel avec une possibilité d'évoluer librement dans le milieu qu'on appelle ordinaire, dans le milieu adapté, dans le milieu protégé, et qu'il y ait une possibilité finalement de droit d'aller au retour, mettre les gens en mouvement, finalement, instaurer une dynamique. Mais pour cela, il faut un accompagnement. Alors, l'accompagnement, vraiment, pour Sophie Cluzel, il doit s'entendre en mode 360. Et c'est vraiment ce que vous faites avec le dispositif que vous avez déployé. C'est-à-dire que pour un certain nombre de handicaps, accompagner vers l'emploi, c'est accompagner finalement au projet de vie de la personne. C'est rendre la personne finalement plus autonome. Et je sais que c'est comme ça que vous avez pensé votre dispositif avec pas seulement l'accompagnement vers l'emploi, mais l'accompagnement, par exemple, au logement. Alors, vous êtes sur un dispositif qui est vraiment très intégré, puisque je crois que sur vos dispositifs, les personnes logent en plus sur le site du Hainaut avec des studios. Parfois, on ne peut pas aller jusque-là, mais l'essentiel, c'est d'aller chercher les partenaires, notamment au niveau du département, des acteurs du médico-social, pour vraiment couvrir tous les axes de la vie, tous les aspects de la vie de la personne. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra vraiment sécuriser l'emploi des personnes. L'accompagnement, c'est aussi l'accompagnement des employeurs. Et ça, pour Sophie Cluzel, c'est essentiel. Elle a tout à fait conscience que ceux qui ont la clé de l'emploi, ce sont les entreprises. On aura beau accompagner les personnes, former les personnes, si on n'a pas accompagné les entreprises, la personne, elle restera devant la porte tout simplement. Alors, on parle souvent de ce taux d'emploi de 6%, on montre souvent les entreprises qui sont loin d'être au 6%, puisque la moyenne dans le secteur privé, c'est 3,9%. Nous, on ne croit pas à la malveillance des dirigeants. On pense souvent que les dirigeants sont plutôt très démunis face au handicap. Je pense que c'est important aussi de se mettre à la place d'un chef d'entreprise. Il passe sa journée finalement à gérer des difficultés et avec un peu de provocation, on pourrait se dire mais finalement pourquoi il irait recruter une personne en situation de handicap et finalement se rajouter une couche de complexité finalement. Et c'est pour ça que l'employeur a besoin d'être accompagné. Alors, pour autant, il faut d'ores et déjà que cet employeur il ait conscience que la diversité, c'est une source de richesse.
Il faut que l'employeur soit convaincu que recruter une personne handicapée, c'est une source de performance parce que ça va favoriser le dialogue social, ça va améliorer le sentiment aussi d'appartenance des collaborateurs. Ça peut aussi améliorer le process managérial puisque ça amène parfois une remise en question de ce process managérial en privilégiant une approche un petit peu plus individualisée, en essayant de mettre en valeur les talents des personnes et puis pour leur fragilité, on essaye de faire différemment avec de la complémentarité entre collaborateurs. Donc, il faut que cet employeur ait conscience de ça et que finalement, il n'aille pas sur le recrutement par acte de charité, presque j'ai envie de dire, mais qu'il y aille parce qu'il est convaincu que les personnes en situation de handicap vont apporter quelque chose à son entreprise. Sur des profils, notamment handicapés psychiques, troubles de l'autisme, déficience intellectuelle, sans tomber dans les clichés, mais c'est parfois des personnes qui sont parfois très à l'aise, par exemple, avec des gestes répétitifs sur lesquels d'autres collaborateurs vont trouver ça un peu lassant. Les personnes qui ont des troubles psychiques, sans là aussi tomber sur des clichés, parfois ne peuvent pas travailler à plein temps. Et d'autre côté, on a des employeurs qui disent, moi, sur certains postes, c'est des postes à temps partiel et j'ai beaucoup de mal à fidéliser des collaborateurs sur des postes à temps partiel parce que j'ai beaucoup de turnover. Là, la personne en situation de handicap peut apporter quelque chose. Donc, une fois qu'on a compris que du coup, cette personne en situation de handicap apporte à l'entreprise, il ne reste pas moins qu'il faut accompagner cet employeur avant, pendant, après. Sur certains handicaps, comme l'autisme, c'est un accompagnement qui va être à durée indéterminée et pas uniquement dès les premiers mois. On ne demande pas à des employeurs d'être des experts. Il est nécessaire d'expliquer en fait les besoins particuliers des personnes, d'aider parfois à déconstruire des choses pour pouvoir qu'elles soient plus faciles à appréhender pour les personnes. Et tout ça, l'employeur ne peut pas le deviner. Alors, il existe un certain nombre de palettes d'accompagnement. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment aller vers tout ce qui est dispositif type emploi accompagné. Je rappelle, puisque ce dispositif d'emploi accompagné, il n'est pas encore suffisamment bien appréhendé par les employeurs. Ça permet à l'employeur d'aller chercher un job coach, un expert qui va venir accompagner la personne, l'employeur, le collectif de travail, et ça dans une durée indéterminée. Les personnes qui sont accompagnées par ce mode d'accompagnement spécifique, à 62% restent en emploi et en emploi durable. Donc, on voit tous les bénéfices de ces accompagnements. Donc, il ne s'agit pas d'opposer des dispositifs. Le dispositif que vous avez mis en œuvre est très abouti. Il correspond à des vrais besoins. L'emploi accompagné correspond à des besoins peut-être un peu différents. Il s'agit surtout finalement de pouvoir proposer une palette d'accompagnement. Les Cap Emploi proposent aussi de l'accompagnement. Voilà, il faut s'adapter aux besoins de la personne. Et ce maître mot, ça reste bien l'accompagnement et des personnes et des entreprises. Alors, je finirai juste en disant qu'on est dans un contexte économique et social un peu particulier en ce moment. C'est une période qui complique un peu les relations humaines. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une période où on pourrait continuer à croire, à se nourrir de l'autre, à croire que l'autre apporte quelque chose et peut-être se dire que c'est peut-être une opportunité, cette période, pour se poser, faire un peu différemment et reprendre un petit peu ce mantra de Sophie Cluzel qui est « osons l'inclusion, finalement, nul n'est inemployable ». Voilà un petit peu les messages que je souhaitais vous apporter ce soir. Merci beaucoup. Je pense que vraiment là, on est vraiment entré dans le vif du sujet. Et du coup, peut-être Jean-François Dufresne, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est, on a évoqué le dispositif. Alors, il y a déjà des choses qui ont été dites, d'accompagnement, l'idée de la valeur ajoutée, l'idée aussi de l'harmonisation des dispositifs. Mais vous, plus spécifiquement, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce dispositif ? Pour être franc, je dois reconnaître que je ne me serais jamais intéressé à l'inclusion des personnes autistes sans mon fils Luc, qui est lui-même autiste et qualifié de sévère, dont on m'avait affirmé qu'il ne pourrait jamais travailler ni s'intégrer dans la société. J'ai bien eu du mal à accepter ce diagnostic quelque part, et on a pu, avec l'appui d'Andros et l'implication absolument extraordinaire de Jenny Gors, mettre sur pied ensemble un dispositif expérimental qui permette à une douzaine d'autistes sévères une inclusion à travers le travail et l'accès à une plus grande autonomie. Alors, c'est quoi ce dispositif ?
il consiste à offrir à ces personnes autistes un emploi CDI à mi-temps dans une usine agroalimentaire en milieu ordinaire, parmi leurs autres collègues non autistes, c'est très important, parce que c'est de l'inclusion, et de les entraîner à une plus grande autonomie dans tous les aspects de la vie quotidienne, que ce soit la vie quotidienne la plus élémentaire, cuisiner, faire le ménage, laver son linge, etc., ou les loisirs, la culture, donc l'accès à une autonomie plus grande. Le tout grâce à un accompagnement adapté par des professionnels de l'autisme. Et ceci, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Ce dispositif aujourd'hui est un succès qui est reconnu aujourd'hui. Et il présente 3 bénéfices. Alors, le premier bénéfice, il est pour les autistes eux-mêmes, dont on constate, et ce n'est pas moi qui le constate, ils nous le disent. Et deuxièmement, tous les professionnels de l'autisme aussi nous disent ils progressent de façon remarquable dans leur capacité et dans leur autonomie. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils semblent, et ils nous le disent et ils nous le montrent, très heureux de leur existence dans ce dispositif. Alors, ce dispositif, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je ne parle que des autistes que nous avons pris. Notre dispositif a maintenant 7 ans bientôt, et tous les autistes qui sont rentrés, il n'y en a pas un seul qui a souhaité partir. Ils ne sont pas obligés d'être là. Rien ne les oblige, et tant eux que leur famille se déclarent extrêmement satisfaites de faire partie de ce dispositif. Donc pas de turnover. Ce que vous êtes en train de nous aucun dire, turnover, c'est-à-dire tous ceux qui ont été recrutés aujourd'hui sont toujours avec nous. Donc le plus ancien a bientôt 7 ans d'ancienneté. Pour les entreprises, et pour les entreprises, je vais parler de toutes les entreprises, mais je vais parler des bénéfices que nous avons observés dans notre dispositif. Les bénéfices sont très nombreux. Premièrement, ça crée une dynamique formidable, car l'accueil des personnes autistes par l'ensemble du corps social de l'entreprise dépasse la bienveillance. Il est dans la mobilisation collective au profit de ce que tout le monde considère comme une espèce de mission quelque part. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. La deuxième chose, c'est que les autistes eux-mêmes et tous les aménagements que nous sommes amenés à faire pour les autistes, tout cela nous permet d'améliorer en fait les process de travail pour les non-autistes. Donc, non seulement les autistes travaillent bien, mais les non-autistes travaillent mieux. Donc, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Enfin, je ne parlerai pas de toutes les qualités des autistes en entreprise, mais elles sont très nombreuses et on les observe dans toutes les entreprises que nous avons, dans lesquelles on a pu intégrer des autistes. Donc, enfin, pour les entreprises, ça crée un phénomène d'image et de fierté du corps de l'entreprise extrêmement important. Donc, pour l'entreprise, c'est pour nous très positif. Ensuite, pour la société tout entière, parce que intégrer des autistes, on les intègre non seulement au niveau de l'entreprise, et ça change totalement le regard sur les autistes à l'intérieur de l'entreprise, mais ils sont intégrés également dans la vie de la petite ville dans laquelle ils habitent. Ils vont faire leurs courses, ils vont faire du sport avec les autres, ils sont toujours en permanence en milieu ordinaire. Et donc, pour la société tout entière, ça change complètement le regard de la société sur l'autisme. Et évidemment, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup et sur lequel on compte beaucoup également. Très bien, merci. On voit bien, il y a bien ces 3 blocs de bénéfices et je pense que là, ce soir, on va plutôt, enfin, à la fois pour les personnes, pour le collectif et pour l'entreprise. Et peut-être pour parler précisément de la situation des entreprises, on en a 4 représentants
Moi, j'ai quelques questions à vous poser pour que vous puissiez nous apporter votre éclairage. Vous êtes dans des entreprises qui se sont engagées pour l'emploi des personnes autistes sévères. Alors, juste, peut-être dans un premier temps, je vous demanderai de quelle manière et puis depuis combien de temps, finalement, vos entreprises sont engagées. Mais surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a convaincu de vous engager et puis quels ont été les freins et les difficultés pour y arriver dans un temps évidemment extrêmement contraint. Alors peut-être, je dirais peut-être honneur aux dames. Alors je prends comme ça dans l'ordre qui arrive. Comme j'ai toute une série de questions, de toute façon on y arrivera. Peut-être Patricia Lafilière, vous êtes directrice générale adjointe de Servair. J'ai vu que vous aviez enlevé votre micro, donc vous êtes prêt à répondre à cette question. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'était un soir, je regardais 7 à 8, un dimanche soir dans ma cuisine, et j'ai entendu un reportage et j'entendais la voix de M. Dufresne expliquer l'inclusion des autistes. Je me suis arrêtée, je me suis posée, j'ai écouté et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je dois faire. Donc, le lundi matin, j'ai réuni mon équipe et puis il fallait absolument trouver le nom de M. Dufresne, la société Andros, on a trouvé. On s'est déplacé, on a rencontré l'équipe sur place. Et puis après, on a travaillé avec Yeni Gors et puis on a lancé le processus. Et ça a été au-delà de mes espérances. Je pensais devoir un peu ramer pour expliquer au COMEX ou à mes opérations qu'il fallait se lancer dans l'inclusion des autistes sévères. Et puis, ça a été au-delà de mes espérances parce qu'ils ont dépassé. Ils ont été à 150% plus vite que moi. Tout le monde s'est lié, les organisations syndicales ont signé et puis on a commencé à travailler ensemble. Malheureusement, depuis le Covid, donc tout s'est arrêté. Mais on est donc je travaille pour Servair, c'est une restauration aérienne. On est dans des centres de production, on fait des plateaux pour les compagnies aériennes, donc des gestes très répétitifs. Ça nous a permis aussi de repenser notre mode d'organisation et puis de fédérer et surtout, je dirais, de donner du sens à l'action. On était un peu essoufflés, fatigués. Les usines de production, c'est difficile. C'est 7-7, H24, 365 jours, il n'y a pas d'arrêt. C'est tout le temps dans l'urgence. Et là, ça nous a permis un peu de nous réunir et de penser à autre chose que les chiffres de productivité ou les chiffres d'affaires ou l'EBITDA ou le cash flow. On a réfléchi tous ensemble et ça nous a donné des objectifs et de réunions quelque part. Il y a des gens qui m'ont serré dans les bras, qui m'ont remercié. J'ai appris qu'il y avait des salariés qui avaient des enfants autistes et j'en avais pas conscience. Et puis voilà, ça a été que de la production positive pour moi et je dirais que ça a été très égoïste parce que j'ai pris que du bonheur. Très bien. Écoutez, merci de ce témoignage. On va avoir l'occasion de revenir un peu plus longuement sur le sujet. Peut-être Anne-Laure Thomas-Briand, vous êtes directrice de l'inclusion et diversité chez L'Oréal. Alors, est-ce que c'est la voix de Jean-François Dufresne à la radio qui vous a convaincu? Et non, pas à la radio. Non, non, ça faisait très longtemps que L'Oréal est engagé en faveur de l'emploi des personnes handicapées. On avait beaucoup travaillé sur la mise à disposition, sur plein de systèmes un petit peu différents qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent toujours. En fait, on essaye de travailler sur plein de dispositifs différents. Mais ça a commencé en fait parce que j'ai rencontré en fait Jean-François. On a pris un café un matin ensemble et je crois qu'il lui a fallu à peu près 2 minutes pour me convaincre qu'il fallait qu'on aille visiter l'usine Dono. Il avait également rencontré le directeur des relations humaines de L'Oréal, mon directeur, et donc on est parti à plusieurs pour aller voir comment ça se passait. C'était également une belle rencontre, la rencontre de Yeni Gors qui est présente. Et c'est vrai que ça a été évident. On a eu envie, pas seul, parce que on a eu besoin d'être accompagné. Et ça, on reviendra un petit peu après sur le sujet. Mais on s'est dit, allez, on y va. On y va. On a essayé tout de suite d'identifier dans nos opérations quelles étaient les usines qui pouvaient être pouvaient accueillir plus facilement en fait des personnes autistes avec déficience intellectuelle. On en a identifié 3. Donc ça fera 2 ans qu'on a visité l'usine Dono. Et donc voilà, on est parti sur le dispositif sur 3 usines. On y va
progressivement. Je crois que c'est vraiment important d'y aller progressivement et ça, on en reparlera. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il vaut mieux prendre notre temps et bien faire, bien mettre en place le dispositif. Et puis l'idée, c'est, alors là, on commence à signer nos premiers CDI, hein, mais l'idée, c'est de commencer progressivement avec de la mise à disposition, pardon, pour s'assurer que l'intégration est bonne, que la personne qui vient retrouver nos équipes se sente bien, qu'on a bien identifié les bons postes, parce qu'il y a tout un travail d'identification de postes et je pense qu'on y reviendra aussi après. Et puis, je voulais juste faire un petit clin d'œil. En fait, en interne, au sein du groupe, le projet, on l'appelle le projet Gloria, qui veut dire en fait faire grandir L'Oréal par l'inclusion d'adultes autistes. Et en fait, je trouve que c'est plutôt très sympa ce nom, tout simplement parce qu'il a deux volets. Il a l'inclusion des personnes autistes, mais il a aussi nous faire grandir, nous, collaborateurs du groupe L'Oréal, en étant tous ensemble dans un milieu inclusif. Très bien, merci. C'est un Gloria partagé alors, c'est une gloire partagée. Oui, on reviendra dessus, mais effectivement, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment, enfin, on est ravis de ce dispositif et on est ravis d'une manière plus globale de l'inclusion, du travailler ensemble. C'est vraiment un point sur lequel on est convaincu, on va aller beaucoup plus loin. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et du côté alors de Novendi, Olivier Rudeau, vous êtes directeur général. Comment ça s'est passé? Et puis finalement, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous engager? Alors, j'ose même plus dire c'est une rencontre avec Jean-François Dufresne, mais il y a peut-être… Si, c'est une rencontre avec Jean-François Dufresne, mais parce que Jean-François Dufresne travaille avec nous. Et pour être plus précis, c'est une rencontre entre Jean-François Dufresne et le président d'Andros, qui s'appelle Frédéric Gervoson, qui connaît Jean-François depuis plus de 40 ans, à ma connaissance, ou 30 ans en tout cas, et qui un jour a dit à Jean-François, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose pour t'aider et pour s'occuper de Luc, que Jean-François a évoqué tout à l'heure. Et Jean-François a dit à Frédéric, si tu veux m'aider, je suis persuadé qu'on peut faire travailler des autistes et je voudrais le démontrer. Et, je caricature en résumant l'histoire en disant que Frédéric, qui est un entrepreneur, a répondu banco, mais tu t'en occupes. Et du coup, il a monté son équipe, il s'est fait accompagner de Jenny et il a réussi contre vents et marées, puisqu'il en parlera beaucoup mieux que moi, mais le plus compliqué n'est pas de trouver des solutions. Le plus compliqué quand vous créez quelque chose, c'est de faire entrer ce quelque chose dans un cadre légal. Et je dirais que les tempêtes que Jean-François et ses équipes ont dû affronter, ça a été justement de construire cette volonté forte qui était de faire travailler des autistes adultes. Et au-delà de ça, parce que le projet est beaucoup plus large que ça, c'est aussi de les accompagner vers l'autonomie et vers de l'indépendance. Et ce qu'ils font dans la ferme qu'ils occupent du lundi au vendredi, c'est aussi important que ce qu'ils font le matin dans nos usines, puisque l'après-midi, ils gagnent aussi en autonomie. Ils savent maintenant faire des lessives, cuisiner, faire leurs courses. Jean-François l'a évoqué, donc je ne vais pas le répéter. Mais voilà, donc nous, notre fierté, ça a été de croire à la folie de Jean-François, de croire à la folie de Frédéric et de l'accompagner dans la mesure de nos moyens, en essayant de trouver des solutions. Moi, je voudrais surtout préciser que c'est des vrais jobs qui sont occupés par ces 12 jeunes. Alors, soyez pas surpris, chez nous, on les appelle les jeunes. Donc, je ne sais pas comment on les appellera dans 10 ans, mais ils sont encore jeunes aujourd'hui. Ils sont 12, ils font tous des jobs qui étaient faits par des conducteurs de ligne, qui étaient faits par des intérimaires, qui étaient faits par des gens en CDD, en CDI. Ils sont tous en CDI. Comme dit Jean-François, ils sont tous encore là aujourd'hui. Ils sont heureux d'être là. Ils arrivent le matin en chantant pour certains, en dansant pour d'autres. Ils prennent leur repas avec nous à la cantine. Depuis cette semaine, ils partagent la même salle de pause. Donc, je dirais que tous les mois ou tous les 2 mois, il y a des avancées. On constate de vrais progrès et on s'adapte. Parce que, si, par exemple, il y avait un certain nombre de jeunes qui avaient pour mission de mettre des couvercles et des cuillères sur des pots de yaourt. Et je dirais que comme Servère, on a aussi subi la crise du Covid. Et donc, on a dit à nos jeunes, on leur a pas dit vous rentrez chez vous parce qu'il n'y a plus de cuillères à mettre sur les pots destinés à la restauration commerciale, mais on leur a fait faire autre chose. Donc, ils font du panachage, ils font de la pesée, ils font de l'étiquetage, etc. Et encore une fois, je le répète, ils font les mêmes jobs que les autres. Et comme ils sont en vacances, parce qu'évidemment, ils ont le droit des vacances, et ils sont remplacés par d'autres collaborateurs de l'entreprise. Et leur fonction
est un 24-24 aussi. Alors, on n'est pas en 7 jours sur 7, on est en 5 jours par semaine, mais ils ont un vrai mi-temps, encore une fois, qui est remplacé. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, je commence. Quelques commentaires qui faisaient des remarques un petit peu acerbes. Oui, mais vous avez des remarques, on en a toujours. C'est des vrais jobs, et quand ils ne sont pas là, les gens le remarquent, puisque de toute façon, on leur demande d'occuper leur poste. Et je tiens à préciser aussi une chose, c'est qu'ils le font avec une énorme efficacité. Et ils sont souvent meilleurs que les personnes qui les remplacent. Donc ça, c'est aussi à souligner. Et la dernière chose que je rajouterais, c'est qu'effectivement, ça nous a permis de nous réinventer, de réfléchir autrement. Et des bonnes pratiques que l'on avait créées et que Vivre et Travailler Autrement nous avait aidé à créer pour former ces jeunes, et ben on les a déclinés pour nos autres collaborateurs. Parce qu'effectivement, parfois, des pictogrammes, des illustrations, des codes couleurs, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'un grand processus ou de poste. D'accord, très bien. Merci. Vous avez allègrement dépassé votre temps de parole, hein, mais je vous sera décompté comme dans n'importe quel programme politique, débat politique. Non, juste peut-être Nicolas Tardif, vous êtes directeur de d'usine Andros Confiserie. Donc, d'une certaine façon, il y a quand même des liens évidents hein, avec. Tout à fait, oui, bonsoir. Travailler autrement. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais passer en dernier. Peut-être que vous nous disiez un peu comment ça s'est passé chez vous. Hein. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Je pense que. Ce qui nous a convaincus, je pense qu'on ne va pas redire tout ce qui a déjà été dit. C'était comme une envie, en quelques mots, d'intégrer en fait l'entreprise dans un rôle sociétal pour aider nos jeunes à sortir des IME, des instituts médico-éducatifs. Et c'était ça l'envie de travailler avec des jeunes comme ça. Nous, on a démarré l'aventure il y a 2 ans. On a démarré d'abord avec une seule personne, trouble autisme sévère. On pensait lui faire de la monotâche parce que l'hypersensibilité de l'autisme, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais c'était quelque chose qui était important pour lui. Et progressivement, avec l'habitude, maintenant, on a 5 jeunes maintenant qui sont capables de tenir 5 postes différents. On est une usine qui fabrique des bonbons, donc on a différentes tâches sur lesquelles on peut les mettre, comme ce que disait très bien Olivier Rodeau tout à l'heure. On les met sur différentes tâches et malgré leur autisme, ils sont capables d'appréhender ces tâches de manière sans difficulté aucune. Donc voilà, tout ça, on le fait avec l'accompagnement de l'ADAPI qui nous aide au quotidien pour encadrer les jeunes. Et les principales difficultés qu'on avait au départ, c'était la crainte, ce qui était dit tout à l'heure, c'était on se demandait ce que pouvaient faire des autistes dans une entreprise. Et finalement, avec le recul 2 ans plus tard, on prouve qu'on a raison et que c'est très efficace et que tout le monde s'y retrouve. Je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est vraiment quelque chose qui a l'entreprise a un vrai rôle sociétal. Ouais. Très bien, merci. Très synthétique. Oui, mais très bien. C'était effectivement très synthétique. Et du coup, je vais rebondir sur ce que vous me dites, hein, peut-être pour vous poser vous directement la question. On sent bien d'ailleurs hein, dans les prises de parole que de toute façon, on est dans des organisations où, a priori, on est dans des organisations, j'allais dire, normales. Tout à l'heure, Caroline Decaire, vous évoquiez le fait que finalement, on pouvait agir aussi pour des raisons qui sont des raisons morales. Donc, tout ce que vous dites là, je n'ai pas du tout l'impression que le moteur, ce soit un moteur moral. Et la question que je voulais vous poser, c'est aujourd'hui les bénéfices qu'on peut observer dans l'entreprise ou dans le service concerné, hein, par rapport aussi aux fonctions que vous exercez. Comment vous les qualifieriez? Les bénéfices, d'abord, c'est d'ordre social. Les salariés ont une vraie fierté de participer à faire évoluer la vision qu'on a de l'autisme dans l'entreprise. En fait, ça développe une vraie bienveillance par rapport à la différence, quelle qu'elle soit, l'autisme ou d'autres différences. Et mine de rien, ça prouve que les jeunes peuvent s'intégrer à leur rythme, hein, plus ou moins vite, et ça vraiment nous aide dans l'intégration. C'est vraiment l'intérêt, c'est ça, c'est la bienveillance d'abord, c'est enrichissant. Et je pense que, de mon point de vue, avoir un jeune qui travaille dans une entreprise sur des postes variés, parce qu'on a prouvé que c'était possible de faire travailler des postes variés, plutôt qu'un IME, c'est quand même plus intéressant. Jean-François disait tout à l'heure qu'ils sont intégrés dans la vie de la cité. Nous, c'est pareil. L'après-midi, ils font leurs cours, ils ont des activités sportives comme tout le monde. Ils deviennent des gens comme tout le monde. Et ça, c'est une vraie fierté et c'est le principal bénéfice. Et on fait bouger, mine de rien, sans le savoir, on fait bouger l'île sociétale. Très bien, oui, tout à fait. Mais, et plus spécifiquement dans l'entreprise, il y a des
bénéfices concrets pour l'organisation économique? Pour l'organisation économique, ce que disait Olivier Odo tout à l'heure, ce sont des gens qui font leur travail comme les autres. Donc, en fait, c'est le même bénéfice que si c'était un salarié lambda. D'accord, très bien. Sauf qu'on on fait participer des gens qui, au départ, on ne pensait pas qu'ils pouvaient participer activement à ce travail. D'accord. Ce qui est peut-être le plus beau des bénéfices, c'est que ce soit un bénéfice. En fait, on remarque, ce sont des salariés comme tout le monde, tout simplement. D'accord, très bien. Et c'est un constat que vous partagez, alors peut-être chez L'Oréal, Anne-Laure Thomas. Alors, c'est un constat. Alors, on n'a pas beaucoup de recul. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, ça fait 2 ans qu'on a rencontré Jean-François, qu'on a été visiter l'usine d'Ono et qu'on monte progressivement parce qu'encore une fois, je pense que pour bien faire les choses, il faut prendre le temps. Donc, aujourd'hui, nous, on est sur 2 usines, à Orme et à Lassigny. On est en train de travailler sur une 3e usine à Aulnay où on aura une première personne qui arrivera en juin. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a 3 points qui sont essentiels par rapport aux bénéfices, entre guillemets, pour une entreprise. Le premier, c'est l'implication. C'est-à-dire que c'est un projet qui fonctionne si tout le monde est impliqué à tous les niveaux de l'entreprise. Tout à l'heure, je parlais de notre directeur des relations humaines. Il y a eu mes directeurs d'usine, il y a eu tous les directeurs des opérations. Moi, j'en ai fait partie, mais il y a eu également tous les collègues et toutes les personnes qui travaillent au sein de l'usine qui ont été impliquées dans le projet. Donc, je trouve que c'est intéressant dans le sens où c'est un projet collectif où il faut vraiment que tout le monde ait envie et soit motivé et qu'on y aille tous ensemble. Donc, je trouve que ça, c'est un point, c'est un vrai bénéfice. En tous les cas, moi, en tant que directrice diversité inclusion, c'est un point qui est essentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir peur de ce qu'on ne connaît pas et donc la rencontre entre personnes différentes, quelle que soit la différence, hein, ça marche sur tous les sujets de la diversité. Pour moi, c'est une très bonne façon et c'est une très belle façon de travailler ensemble et de travailler le vivre ensemble. Et donc, ce projet force, j'ai envie de dire, les rencontres qui pourraient ne pas avoir lieu. Et du coup, ça permet de vivre de très belles aventures. Je dis pas que tout est facile, hein, pas du tout. Mais en tous les cas, ce sont de belles rencontres qui permettent vraiment d'aller plus loin. Et puis, très concrètement, d'un point de vue productivité, je vais vous donner 2 exemples très rapidement parce que je sais qu'on est un peu pressé par le temps, mais je veux juste que ce soit concret. À Orme, on a Rémi qui est à Orme depuis septembre. Et on a des tas d'étiquettes. Vous savez, ces étiquettes qui permettent de ranger des lots de produits, etc. Alors, on en a partout. Et avant, pour retrouver les produits, les étiquettes étaient rangées dans un local. Maintenant, on a Rémi. Et Rémi, il est en charge de ce rangement des étiquettes et il les classe. Et elles sont extrêmement bien classées. Ce qui fait qu'avant, aller chercher ces étiquettes, c'était toujours un moment de crispation parce qu'on ne savait jamais exactement où elles étaient, à peu près. Donc, mais là, il n'y a plus d'hésitation. On sait exactement où elles sont et tout le monde est beaucoup plus détendu. Donc, c'est une anecdote, mais que je trouve extrêmement importante dans sa tâche, en fait, dans ce qu'il fait. Il fait bien sûr pas que ça, hein, mais en tous les cas, c'est très facilitateur pour l'ensemble des collaboratrices et l'ensemble des collaborateurs de nos usines. Et maintenant, il range aussi. Donc, c'est très bénéfique. Un deuxième point, ça va être à Aulnay. Là, au mois de juin, on a une personne qui va venir nous retrouver. Aulnay, on fabrique aujourd'hui du parfum. On a, comme tout le monde, dans le parfum, des éditions limitées, des éditions un peu particulières qui vont demander du détail sur des incrustations, qui vont demander des pliages de packaging très particuliers. En fait, ces fabrications, sont appelées des ateliers à façon. On retrouve ça en général dans les maisons du luxe où le travail est très, très, très rigoureux et très minutieux. Et ça ne peut pas être fait par des machines. C'est forcément fait par des hommes. Et donc, ce sont des tâches qui, pour nous, sont extrêmement importantes parce que ça va être vraiment la visibilité de nos produits vis-à-vis de l'extérieur. Et ce sera donné à la personne qui viendra nous retrouver en juin. Et concrètement, on a déjà fait des tests parce que ce qu'on disait, on monte progressivement en compétences et on est accompagné pour l'identification des différents postes de travail avec l'association Vivre et Travailler Autrement. Et cet accompagnement, on reviendra dessus, il est essentiel parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'autisme. Et c'est important de travailler tous ensemble et de mettre tous ensemble nos compétences en commun. Et donc, voilà, pour vous dire concrètement l'intérêt, les bénéfices que nous avons à mettre en place ce dispositif. Très bien, merci beaucoup. Et du côté de Cervère, alors, Patricia Larvière, j'imagine que les bénéfices existent aussi. Vous avez commencé à les évoquer tout à l'heure. Oui, je crois que j'ai un peu dévoilé, mais oui, le bénéfice, c'est surtout le dialogue intragénérationnel ou entre jeunes ou adultes. C'est repenser le travail, c'est regarder un peu l'autre différemment.
Et puis, le bénéfice, c'est effectivement quand on voit un jeune adulte autiste se mettre au travail dans la minutie, dans la conformité des règles, où on doit peser des articles, c'est 10 grammes, c'est pas 12. Derrière, il y a forcément de la performance et de la productivité. Donc, on regarde ça avec attention et eux sont heureux et nous, on est heureux. Et que, en fait, ça déploie aussi beaucoup de bonheur sur les chaînes de production. Donc, il y a un échange entre ceux qui sont là depuis 20 ans et qui banalisent peut-être avec beaucoup d'absentéisme et puis ces jeunes qui remettent un peu de dynamique autour des chaînes de production. Donc, après, on a trouvé aussi des tuteurs, hein, des gens qu'on voulait aussi accompagner. Donc, ça a créé beaucoup de passion autour de l'autisme. Et peut-être qu'effectivement, il faudra qu'on essaime, hein, qu'on en parle un peu plus de façon médiatique. Mais pour moi, c'est que du bénéfice pour les entreprises. Alors, bien sûr, hein, ce n'est pas facile. Et heureusement qu'INI était là pour nous accompagner parce que il faut quand même sécuriser, réfléchir, flécher. Il faut mettre du visuel aussi parce que il faut tout accompagner. Mais une fois que c'est fait, voilà, on récolte ce qu'on a semé et ce qu'on récolte, c'est du bonheur. Voilà. Je suis très triste que ce soit fini puisque la crise est passée par là. Mais j'ai juste envie de recommencer cette expérience. Donc rendez-vous le 30 juin alors. Alors malheureusement, le transport aérien, c'est pas le 30 juin, c'est beaucoup plus. Non, voilà, moi je combats avec les pouvoirs publics pour continuer à avoir les aides de l'activité partielle, parce qu'il ne faut pas nous débrancher. C'est un autre sujet. Merci beaucoup. Et du côté de Novandi, alors, Olivier Rudeau, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur les bénéfices, mais peut-être vous voulez rajouter, affiner. Je vais essayer d'aller vite. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que ça a donné du sens. Ono était une jeune usine, puisqu'elle avait été créée en 2007. Et donc, 7 ans après, sont arrivés nos premiers jeunes. Et ça a donné du sens à des conducteurs de ligne, à de jeunes salariés qui ont tout de suite une vraie fierté d'intégrer et de démarrer ce projet. Tout à l'heure, un des intervenants, je crois que c'est Patricia, évoquait le reportage de 7 à 8. Nous, le reportage de 7 à 8, il a créé une fierté de nos salariés énorme, parce que du coup, ils ont dit à leurs femmes, à leurs enfants, regardez, c'est notre entreprise. Alors, ils étaient fiers de passer à la télévision, impressionnés par les caméras. Mais c'est vrai que dans une jeune entreprise, ça a donné du sens. Et puis, ça a permis aussi, par du tutorat et par de l'intégration, de créer du dialogue, de créer une solidarité, y compris avec les IRP, qui étaient une des grandes inconnues, mais qui nous ont soutenus sur ce projet, qui ont tous voté à l'unanimité, y compris certains syndicats qui ne sont pas forcément les premiers à voter oui. Et ça a été le cas sur plusieurs usines. Donc voilà, en bref, je dirais que c'est avant tout, ça a donné du sens et une vraie fierté à nos salariés, ce qui est déjà bon. Ce qui est déjà tout à fait considérable. Écoutez, moi j'ai encore un dernier temps de questions à vous poser. L'heure tourne. Et juste, vous avez évoqué le fait que vous avez été accompagné dans la mise en place des différents dispositifs que vous avez évoqués par Vivre et Travailler Autrement. Donc, j'aimerais juste savoir, et je pense que les 150 personnes qui nous regardent aimeraient savoir quel regard finalement vous posez, a posteriori, sur l'accompagnement qui vous a été amené, et puis de façon, on va dire, un peu plus ouverte, si vous aviez un argument, une façon de convaincre, soit un ami, soit un collègue, dans des fonctions qui sont des fonctions similaires aux vôtres dans d'autres entreprises, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre d'employer des travailleurs autistes? Donc là, je lance la question à la cantonade. Peut-être Anne-Laure Thomas, si vous voulez. Avec plaisir. Je vous sentais… Plusieurs choses. Évidemment, je répondrai à la personne dès qu'on parle d'inclusion, dès qu'on parle de travail. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut y aller, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Il faut y aller accompagné par des professionnels. Il faut être bien accompagné avec les acteurs locaux. C'est vraiment un travail en fait pluridisciplinaire. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et c'est vrai que on le voit dans la mise en place dans nos différentes usines du projet, ça a été essentiel de s'appuyer sur l'accompagnement de Vivre et Travailler Autrement, qui a cette connaissance
de l'intégration en fait des travailleurs autistes en entreprise. Et ça, c'était vraiment important. Donc vraiment, ma première chose, c'est être accompagné par des acteurs qui connaissent bien le sujet. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, de ne pas être impatient, de prendre le temps, de faire chaque étape, de les faire progressivement, mais de bien les faire pour s'assurer que tout le monde est bien, que les personnes qui travaillent au sein de l'usine sont prêtes, sont formées, peuvent les accueillir et que les personnes qui viennent, on va prendre le temps de les intégrer, de les adapter, d'être sûr qu'on est sur des tâches où elles se sentent bien, parce qu'on le fait tous. Je crois qu'on a là le même souhait, c'est de faire une inclusion qui est réussie, où chacun se sent à sa place, où chacun se sent valorisé. Donc ça, c'est très important. Et puis, je dirais aussi que il y a des bénéfices pour l'entreprise, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices pour les salariés, parce qu'on est très, très nombreux à être concernés de près ou de loin par le handicap. Un parent, un enfant, un voisin, un ami. Et quand on travaille sur le handicap, quel que soit le handicap, parce que je pense que c'est ça qui est important aussi sur l'inclusion. Là, on parle vraiment, il y a eu des questions sur l'inclusion de personnes autistes, mais l'important, c'est de travailler sur toutes les formes de handicap également. Et ben, je crois que c'est vraiment important pour l'ensemble des personnes, l'ensemble des Français, des Françaises, je parle parce qu'on est sur le territoire français, hein, mais pour tout le monde, voilà, pour construire le monde de demain. Donc, je dirais d'y aller sans hésiter, mais voilà, d'être patient parce qu'on est sur une aventure humaine et qu'il faut faire attention et être bien accompagné. Et j'en profite parce que vraiment, on a eu un très, très bon accompagnement par Vivre et Travailler Autrement et par Inigos qui n'a pas pris la parole, mais qui a été citée. Et c'est vrai que c'est essentiel, cet accompagnement, et l'accompagnement des équipes a été essentiel à nos côtés. Merci. Alors, l'heure de Yeni va venir dans très peu de temps. Rassurez-vous. Peut-être Olivier Rudeau. Vous de votre côté, alors l'accompagnement, Vivre et Travailler Autrement, vous l'avez évoqué, puis qu'est-ce qui pourrait convaincre finalement un ami ou un collègue aujourd'hui de… D'abord, moi j'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il se trouve que je trouve ce projet vraiment passionnant. Ce n'est pas de la langue de bois, parce que j'ai essayé d'en être l'ambassadeur autour de moi. Il se trouve que j'ai un bon ami qui travaille chez Garnin, qui s'est aussi montré plein d'intérêt pour ce projet. Et il a démarré depuis au sein de son entreprise ce projet. Et on a une autre usine de Novemby, parce qu'il n'y a aucune obligation. Donc, c'est la directrice d'usine qui m'a dit « Je voudrais aussi démarrer un projet autisme avec VETA et avec votre accord. » Évidemment, on l'a accompagné. Et donc, moi, j'ai juste envie de dire une chose. Effectivement, il faut prendre son temps. Il faut écouter les spécialistes parce qu'on n'est pas spécialiste. On sait faire tourner une usine. Par contre, on ne sait pas inclure des autistes. Par contre, il y a des gens qui savent le faire et qui savent nous conseiller. Et effectivement, à partir du moment où, comme le disait Nicolas, ils font la même tâche que Monsieur X ou Madame Y, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas si on prend notre temps, si on fait ça sérieusement et si on obtient de l'adhésion. Donc, c'est vraiment quelque chose d'atteignable, de réalisable. Et donc, on espère tous pouvoir essaimer de nombreux petits cailloux pour que 12 chez Andros, X chez L'Oréal et ainsi de suite nous permettent petit à petit de trouver, il faut être réaliste, pas 400 000 emplois pour les autistes adultes, mais en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Très bien, merci. C'est un constat que vous partagez, Nicolas Tardif? Oui, tout à fait. Oui, le constat est partagé. On était très bien accompagnés par VETA. Nous, en plus, on est accompagnés également par l'ADAPI de la Corrèze. Et voilà, c'est vraiment important l'accompagnement des professionnels parce que ce que nous savons faire tourner une usine, mais effectivement, on a besoin d'être accompagnés pour ça. Et je ne vais pas paraphraser, mais il faut croire en la valeur humaine, oser y aller, croire en la valeur humaine et se faire accompagner par des professionnels. Et tout ira bien. Je pense que c'est vraiment ça. Et une fois qu'on y arrive, il y a quand même une certaine fierté de l'avoir fait et de faire partie de cette aventure. C'est quand même une aventure et en aucun cas ce n'est de l'exploitation de nos jeunes autistes. C'est vraiment, on les accompagne pour qu'ils progressent et ils progressent et c'est une vraie fierté. Voilà. Très bien, merci. Alors peut-être le mot de la fin provisoire, Patricia Larzière, du côté de Cervère. Moi, chez Cervère, oui, de la fierté, un des moments.
quand j'ai commencé à le faire sur la première usine, Yeni en est témoin, ils sont tous venus me voir, les autres directeurs d'usine, en me disant moi, je veux aussi développer, je veux aussi développer. Et on a dit patience. Yeni, la première, elle a dit non, il faut qu'on soit étape par étape. Elle avait bien raison. Mais c'était fédérateur. Donc, en fait, il y avait une envie collective d'aller dans cette aventure humaine, hein, parce qu'ils ont vu vraiment l'énergie positive dégagée à travers ce projet. Donc ça a été formidable. Je dirais que j'ai même plus besoin de parler, parce que les gens autour de moi m'appelaient en me disant « mais comment tu as fait ? Nous aussi, on veut aller dans cette aventure. » Donc voilà, c'est fédérateur. Par contre, j'aurais jamais pu le faire toute seule, bien évidemment. Heureusement qu'il y avait Yeni qui était là, qui nous a bien drivé et expliqué comment faire, parce que nous, on ne s'est pas recruté, on ne s'est pas accompagné. Vous voyez, on a des postes de filtrage, c'est pas simple, il faut se déshabiller. Il y a des choses quand même à aménager tout autour. Faut faire aussi une salle de pause spécifique. Il y a plein de choses. Heureusement qu'il y avait Vivre et Travailler Autrement pour nous accompagner, bien évidemment. Voilà, mais quelque part, ça parle de soi et les gens viennent à nous, des sociétés autour de Roissy m'appelaient régulièrement en disant « mais où tu en es ?» Aéroport de Paris, les premiers, Air France aussi était intéressé. Voilà, donc quelque part, c'était plutôt facile après. Très bien, merci. Merci beaucoup, merci pour toutes ces belles expériences. Je vais me tourner maintenant vers une femme dont on a beaucoup parlé finalement ce soir, qui est Yeni Gors, puisque c'est l'heure des questions. Et donc, Yeni a gentiment proposé de se faire le relais des principales questions. Dans un petit peu de temps, on va essayer de voir un peu les questions que les participants peuvent se poser. Oui, alors on a essayé, bonjour à tous, on a essayé de toutes les retenir et essayer de les classer pour répondre de façon pertinente et apporter des réponses à tous. Alors, on va commencer peut-être par celle qui fâche, comme ça, ça nous permettra peut-être d'avancer un petit peu mieux. Alors, voilà. Je fais le tri. Donc, il y a une question qui a été posée sur la question de quelle différence entre l'inclusion, quelle est la limite entre l'inclusion professionnelle des travailleurs autistes et l'exploitation. Donc, elle s'adresse plutôt aux entreprises autour de la table. Comment garantir que les personnes autistes à qui on propose un travail ne sont pas exploitées, mais qu'on prend en compte leurs besoins et que c'est quelque chose de positif pour eux et pas forcément de négatif. Très bien. Quelqu'un veut... Anne-Laure Thomas a tout de suite ouvert son micro, donc allez-y. Non, mais je trouve que c'est une très belle question et c'est une question qui est importante parce que moi aussi, j'ai pu me la poser. Et donc, je trouve que c'est bien qu'on se la pose. Et ce que je disais tout à l'heure sur l'accompagnement, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est nous, au sein de nos usines, avec tous ceux qui connaissent très précisément tous nos métiers, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Et on s'est fait vraiment accompagner pour identifier les différents postes. Et je dis bien les différents postes. Parce que d'une personne à une autre, les postes ne vont pas intéresser les mêmes personnes autistes qui vont venir retrouver le programme. Donc, ça aussi, c'est important. Et puis, je sais pas, mais moi, j'ai pas toujours envie de faire la même chose non plus. Donc, pouvoir changer de poste aussi, ça peut être intéressant. Donc, j'ai donné 2 exemples de postes tout à l'heure, les étiquettes ou alors l'atelier à façon qui sont des ateliers manuels, mais il y a d'autres postes. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Patricia qui parlait de pesées. Nous, sur les pigmentations de rouge à lèvres, il y a des pesées également. Il y a plein de postes qui sont à identifier. Ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on a identifié plusieurs postes au sein d'un établissement, c'est important, et là, c'est aussi tous les relais des éducateurs et des associations qui nous accompagnent, en fonction des personnes qui viennent nous retrouver, j'allais dire aussi des jeunes, parce que c'est souvent des jeunes, mais ça peut être vraiment des personnes de tous les âges. En fonction de chacun, en fonction de sa personnalité, c'est important de voir avec la personne sur quel poste elle va pouvoir travailler, évoluer. Et j'ai envie de dire, c'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que tout évolue. Et c'est ça qui est aussi important. Et puis, le temps d'adaptation,
n'est pas figé. Enfin, c'est aussi à nous tous de nous adapter à chaque personne, à chaque personnalité. Il y a des personnes qui vont s'adapter beaucoup plus vite que d'autres. Et s'il faut mettre 6 mois, on met 6 mois. Et s'il faut mettre 1 an, on met 1 an. Enfin, j'ai envie de dire, faut retirer. Tout à l'heure, je disais, il faut pas être pressé. Je crois qu'il faut pas être dans des délais de temps qu'on s'impose. Il vaut mieux prendre son temps, bien faire les choses progressivement, qu'aller trop vite et que ça fonctionne pas. Donc voilà, j'ai envie de dire, il faut vraiment réfléchir quand on s'engage dans un tel projet. Je crois qu'on a tous envie que ça fonctionne. On a envie que tout le monde soit bien. On le fait avant tout pour que tout le monde, et je dis bien, tout le monde soit bien. Hein. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais, en tout cas, c'est ce qui me vient spontanément parce que c'est aussi des questions que je me suis posées et que j'ai posées à Jean-François. Donc c'est ça qui est important. Oui, puis qui sont des questions que tout employeur se pose. Est-ce que vous voulez apporter ou sinon on peut passer? Oui, non, moi, très rapidement, je n'ai pas trop compris la question sur l'inclusion-exclusion. Alors, là, on parle vraiment d'inclusion. Non, exploitation. Exploitation. Exploitation, on n'exploite personne, bien au contraire, on accueille et on fait de l'insertion quelque part. Et je dirais qu'on le fait aussi avec les parents. On n'a pas parlé forcément des parents. Jean-François en a parlé au début par rapport à son fils, mais c'est vraiment un dialogue aussi avec les parents quand on accueille les jeunes pour voir dans quel environnement ils sont, est-ce que ça va matcher aussi avec les parents et le jeune adulte. Et on le fait vraiment de concert. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Heureusement, on n'a eu que des cas positifs, mais voilà, ça se fait de concert entre toutes les parties. Donc, il n'y a pas d'exploitation, bien au contraire. Les jeunes reviennent avec volonté, et comme disait Jean-François, il n'y a pas de turnover. Ils sont heureux de venir travailler. Très bien, merci. Alors, Yeni, on poursuit parce que je pense que là, le nombre de questions va nous amener très loin dans la nuit. Tout à fait. Donc, il y a également une question sur le type de métier, puisque les entreprises représentées autour de la table sont en effet plutôt du monde industriel et donc un petit peu sur la même vague. Et il nous est demandé d'expliquer en quoi le travail dans une usine est inclusif par rapport à des métiers comme l'horticulture. Voilà. Très bien. Alors, pareil, je me tourne vers les entreprises. Si l'un d'entre vous, moi je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez sans doute. Donc, si l'un d'entre vous, Olivier Rudeau. Je vais répéter ce qu'a dit Anne-Laure. Il faut être capable de trouver les jobs qui sont adaptés à chaque individu. On a des autistes sévères, on a des autistes qui ont des troubles de la parole. On a des autistes qui sont, honnêtement, il y en a un qui est allé, je crois qu'il a un BTS, si je ne dis pas de bêtises, il a son permis de conduire, et si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas vous dire qu'en plus, il est un peu plus vieux que les autres. Donc, pour le coup, on peut se dire que c'est un jeune de la bande. Et ça se passe tellement bien qu'on a envie avec lui de faire un essai et de l'intégrer dans les bureaux. Donc, oui, on est une société industrielle, mais comme toute société industrielle, on a aussi un back-office et un siège. Et c'est une demande de nos collaborateurs qui disent, mais pourquoi on n'essaie pas d'en intégrer 1, 2 ou 3, on verra avec le temps. On va se faire accompagner, Yeni travaille. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est trouver des jobs qui leur correspondent. Vous avez, je ne suis vraiment pas un spécialiste, donc Jean-François me coupera si je dis des bêtises, mais ils ont besoin pour que ça fonctionne d'être rassurés, de ne pas avoir à gérer trop d'imprévus. Donc effectivement, une partie des jobs industriels permettent de maîtriser cette notion d'imprévu, mais d'autres pas du tout. Donc il y a des jobs qui ne sont pas possibles, mais en revanche, voilà, la comptabilité, l'imprévu, s'il est bien fait, il n'existe pas, puisque vous êtes à l'enregistrement de facture. Donc on ne voit pas pourquoi on n'y arriverait pas sur certaines fonctions. Et l'essentiel, c'est surtout d'écouter les professionnels et puis d'essayer. Dans nos 12 jeunes, Yeni en parlera mieux que moi, il y en a certains qui sont plus à l'aise sur certaines fonctions que sur d'autres. Une fois que vous le savez, mais c'est la même chose avec nos autres collaborateurs. Il y a des gens qui sont meilleurs pour conduire une conditionneuse et d'autres qui sont meilleurs au process.
On n'a pas un profil d'ouvrier, on a plusieurs niveaux d'ouvriers de toute façon. C'est exactement la même chose avec nos 12 jeunes. Il faut juste s'adapter et trouver le job qui vous correspond. Très bien. Merci. Merci beaucoup de cette réponse. On poursuit peut-être, sauf n'hésitez pas à intervenir, mais Yeni. Alors, il y a des questions sur le dispositif Vivre et Travailler Autrement et ce qu'elle peut apporter concrètement, ce qu'apporte concrètement l'équipe ou aux entreprises et aux acteurs, et notamment les établissements médico-sociaux et les familles. Y a-t-il un volontaire? Je pense que c'est Yeni la mieux placée. Je pense que c'est Yeni la mieux placée pour répondre à la question qu'elle a posée elle-même. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, Yeni. Je ne fais que répéter les questions, mais après, je pense que les entreprises peuvent compléter. Nous, notre objectif et ce que peut apporter l'équipe Vivre et Travailler Autrement, c'est le fait de traduire les besoins de l'entreprise aux besoins, aux acteurs médico-sociaux avec qui nous travaillons, donc les établissements médico-sociaux spécialisés dans le domaine de l'autisme, pour qu'ensemble, on puisse répondre aux besoins des personnes autistes, mais aussi en tenant compte des besoins de l'entreprise. Donc, on est des traducteurs qui accompagnent l'ensemble des acteurs à prendre en compte les besoins de chacun et en les accompagnant tous, notamment sur la connaissance du monde de l'entreprise, puisque c'est notre spécificité. Nous ne sommes pas des professionnels de l'autisme, nous sommes des professionnels de l'entreprise, mais on amène les professionnels de l'autisme au sein des entreprises et tous ensemble, on construit le meilleur projet possible. Très bien, merci. S'il y a des précisions, ou sinon on poursuit. Oui, alors il y a une question, je ne sais pas s'il y a des réactions, sinon les questions en termes de RH, avez-vous adapté le processus de recrutement et si oui, de quelle manière lors du recrutement de ces personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme? On l'adapte forcément, puisque de toute façon, c'est un projet atypique, surtout quand on démarre. Moi, je voudrais dire une chose importante, c'est quand on a démarré, Jean-François a dit, on doit réussir, et pour réussir, il faut être capable de se dire on s'est trompé. Et donc, Jean-François nous a dit, c'était notre actionnaire, nous a dit, moi, je veux que les gens soient en CDI, au même titre que les collaborateurs, les autres collaborateurs de l'entreprise. Et comme pour toute personne, on peut se tromper. On a eu la chance de ne pas se tromper sur nos 12 jeunes, qui sont encore tous là aujourd'hui. Mais il y a eu un ou deux cas où on s'est posé la question. Et on a pesé le pour et le contre avec Denis et ses équipes. Et Jean-François nous a toujours dit, si ça ne fonctionne pas, il faut être capable de dire stop, au même titre que n'importe quel collaborateur. Et donc oui, on a des processus de RH différents, mais pas plus différents que pour n'importe quelle fonction dans l'entreprise. Et notre niveau d'exigence est le même. Et je rajouterais que là-dessus, de toute façon, on n'a jamais été déçus, puisque ces jeunes ont comme qualité d'être inépuisables et de ne pas se lasser. Ce qui fait que la lassitude qui peut nuire, par exemple, à la productivité dans une usine, on a clairement constaté qu'avec nos jeunes autistes, ce n'est pas le cas. Puisqu'au contraire, la répétition les rassure et ne les lasse pas. Donc, ils savent qu'ils doivent faire 10 pots, ils vont faire 10 pots. Alors que quelqu'un peut vite se lasser et on le note dès qu'ils sont remplacés d'ailleurs. On n'a pas forcément les mêmes résultats de productivité. Très bien, merci. Nicolas, vous vouliez rajouter, j'ai vu une main. Oui, voilà. Oui, c'était juste pour dire, le processus de recrutement chez nous, ça se passe par ce qu'on appelle un comité de pilotage qui est partagé entre nous, le VETA, l'ADAPI, les autorités locales type MDPH, et sur lequel on fait des commissions, on propose des candidats et c'est quelque part d'un commun accord avec cet ensemble pour dire cette personne est la mieux adaptée pour venir dans notre entreprise. On la teste quelques mois et ensuite on l'embauche en CDI. Donc c'est juste pour décrire le processus de recrutement, comment il a lieu chez nous.
Voilà, c'était juste ce que je voulais donner comme précision. C'est vraiment avec le monde socio-éducatif et l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Yeni, encore peut-être une question, parce que je vois que l'heure, là, nous avons allègrement déjà dépassé l'heure. De toute façon, les questions ont été consignées, hein, donc on pourra y apporter des réponses ultérieurement. Mais il y a peut-être une dernière question. Oui, alors bien sûr, on a gardé toutes les questions et on prendra le temps d'y répondre. Une question sur l'accompagnement. Quels sont les professionnels qui accompagnent, du coup, que nous accompagnons à entrer dans les entreprises? Et une autre un peu plus précise, comment sélectionnez-vous les établissements médico-sociaux quand on connaît le niveau de la plupart des établissements incapables de respecter les recommandations de la Haute Autorité de Santé? Qu'en est-il de la supervision? Mais je crois qu'hélas, À nouveau, c'est toi qui dois répondre, Yeni. Oui, je crois. Alors, oui. Donc, le principe que nous avons mis en place, ce n'est pas que l'équipe Vivre et Travailler Autrement accompagne les adultes autistes au sein des entreprises, mais accompagne les professionnels, donc les encadrants médico-sociaux, les acteurs médico-sociaux dans le monde de l'entreprise. Comment on les sélectionne? Comme l'ensemble des décisions qui sont prises sur ce type de dispositif, à chaque instant, la sélection se fait avec l'ensemble des acteurs du territoire et principalement, ce sont les autorités de tutelle, conseils départementaux et ARS qui identifient les porteurs de projets, donc les établissements médico-sociaux, qui sont a priori les plus compétents avec un agrément autisme pour porter ce type de dispositif. Donc nous, ensuite, nous allons les accompagner une fois qu'ils ont été identifiés et sélectionnés par les autorités de tutelle. Nous les accompagnons pour connaître le monde de l'entreprise et les former aux spécificités du projet en question. Très bien, merci. Merci beaucoup. Écoutez, je vais juste maintenant vous proposer de conclure, puisque nous avons déjà dépassé de presque 10 bonnes minutes, sauf s'il y a une question qui est vraiment essentielle, Yeni, auquel cas, il ne faut pas hésiter. Alors, juste, Madame Decker, si vous souhaitez dire un mot par rapport à ça, vous n'hésitez pas, sinon je vais me tourner vers Jean-François Dufresne pour faire une conclusion de ces débats riches et intéressants. Comme effectivement l'heure est dépassée, juste 2 mots, mais pour vous dire que moi j'étais ravie d'entendre ces témoignages forts de ces responsables d'entreprise qui finalement ont illustré les propos que j'avais pu tenir en introduction, et on retrouve bien ces 3 conclusions qui sont d'une part que c'est possible, que d'autre part c'est possible s'il y a un expert, s'il y a une expertise, si on accompagne l'employeur et la personne, et enfin dernier point, que la personne en situation de handicap apporte véritablement à l'entreprise. Et je pense que il y avait des questions qui disaient mais comment on peut faire pour le dire? Il faut que vous, collaborateurs d'entreprise qui avez cette expérience-là, vous puissiez vous faire ambassadeur pour expliquer à vos pairs, parce que rien ne vaut des discours entre chefs d'entreprise sur des échanges de pratiques pour faire avancer les choses, et ça vaut mieux que 2 heures de discours politique. Donc, n'hésitez pas à vous faire vous-même ambassadeur pour pouvoir aller presque porter la bonne parole, entre guillemets, de ce champ des possibles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-François Dufresne. Un mot de conclusion. Je pense que avec Vivre et Travailler Autrement, on a créé une solution nouvelle qui n'existait pas avant pour l'autonomisation des personnes autistes. C'est sûrement pas la seule solution, la solution miracle. Il y a plein d'autres. Tous les autistes sont différents, ont des aspirations différentes. Certains souhaitent travailler et trouvent dans le travail un épanouissement et une thérapie, comme je l'ai dit au début. Certains autres ne le souhaitent pas. Et donc, le problème, ce n'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a 5% des autistes qui travaillent. Ce n'est pas assez, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça qui souhaiteraient travailler. Donc, on veut donner une réponse à tous ceux qui souhaitent travailler. Ce qui est sûr, c'est que notre solution a des dimensions de pertinence et d'efficacité que de nombreuses entreprises acceptent de mettre en œuvre en réalité. Ne croyez pas
que ça soit difficile de convaincre des entreprises de s'engager. Ce n'est pas si difficile que ça. Globalement, vous en avez eu les témoignages, les entreprises sont plutôt volontaires. Je veux les en remercier. Remercier les participants à ce webinaire d'avoir bien voulu témoigner de leur engagement, tous les 4. Et je citerai en premier comme entreprise Andros, parce que c'est grâce à Andros qu'on a pu démarrer, Novandi et L'Oréal. Ce qui n'exclut pas tous les autres qui sont en train de vouloir nous suivre, dont certains ont déjà engagé le premier autiste. Et merci à tous ceux qui ont voulu écouter notre webinaire. On démontre ensemble qu'il est possible de donner un emploi à des personnes qui, jusqu'à présent, considérées comme incapables d'accéder à l'emploi. Toutes les personnes vivant avec un handicap ont des compétences qui sont très intéressantes pour nous tous, pas seulement pour les entreprises, mais pour notre société, pourvu qu'on sache créer des conditions qui soient favorables à l'expression de ces compétences, dont certaines sont carrément hors normes et pour lesquelles toute notre société a intérêt à pouvoir bénéficier de ces compétences. Donc, en fait, pour reprendre les mots de Sophie Cluzel, nul n'est inemployable et on peut, avec la bonne volonté de tous, accéder à la société accueillante et inclusive à laquelle on aspire au fond. Donc, merci à vous tous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.